c'est une nouvelle aventure, hein. On va dire c'est un nouveau décor. Nous sommes passés en HD. Le décor et même les chroniqueurs également. André, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va. J'espère que vous aussi. Très très bien, ça va bien. Bonjour Madame Bleu. Bonsoir Brice. Isabelle Vauvor, bonsoir, comment allez-vous? Salut Brice, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Bonsoir Daouda. Bonsoir à tous, bonsoir mon bricot. Bonsoir Élisée Bouloubeux. Bonsoir Brice. Vous allez bien? Super bien, et vous-même? Ça va très très bien. Cool. Les amis, on va s'intéresser à l'image du jour, hein, pour entamer notre parcours du jour. Israël Guébo, vous savez qui c'est André, Israël Guébo? Oui, Israël Guébo, c'est un journaliste. Il a même été donc chroniqueur chez nous, journaliste chroniqueur ici. Et manifestement, vous avez une nouvelle pour nous, je vois déjà affichée sur l'écran. Exactement. Monsieur Israël Guébo a annoncé ses couleurs, donc candidat à la mairie d'Abobo. Élisée Bouloubeux, vous êtes surpris? Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris, et bien au contraire. Je pense même que c'est quelque chose à encourager. Israël, c'est quand même un jeune qui a fait ses preuves en termes de défis, relever les défis. C'est quelqu'un que je suis depuis un moment quand même. C'est vrai qu'on ne soit pas très proches, mais on s'est fréquenté par le passé. C'est quelqu'un vraiment qui aime aller au défi. Et je crois que c'est un très bel exemple. Il faut que les jeunes de plus en plus osent, prennent des initiatives et puis ne tombent pas dans un monde inconnu. À Bobo, c'est chez lui, c'est là où sa grande famille a toujours été, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a fait ses armes. Il connaît plus ou moins l'environnement. Donc, c'est déjà une très belle initiative. Moi, je ne peux que l'encourager et aussi encourager les jeunes qui voudraient suivre cet exemple, hein. Moi, je suis vraiment, vraiment fier de lui. Un jeune loup, on aurait pu dire, dans un environnement de très vieux loups, Daouda. Est-ce qu'il ne va pas se faire manger, Israël? Non, je dis pas forcément. Israël, il a posé beaucoup d'actes au niveau du social, au niveau de la Côte d'Ivoire, sur le web et autres. Donc je pense qu'il a posé des actes sûrement à Abobo. Au niveau du social? Oui. Ah ouais? Oui, Oui. dans la commune Dans la commune d'Abobo, même sur Internet, il a posé beaucoup C'était d'actes. quoi? Voilà. Mais il a fait beaucoup d'actions d'alphabétisation, donc au sein de la commune De formation. surtout pour les femmes. Il a fait également beaucoup de séances d'écoute auprès des jeunes parce que on sait tous on est sorti à un moment donné d'une crise post-électorale, donc il a essayé de discuter donc avec les jeunes de la commune, de les rassembler. Il a même installé des bibliothèques donc au sein de la commune, dans certains quartiers, et il a réussi en tout cas à créer cette symbiose, en tout cas avec ces femmes qui le soutiennent, qui l'accompagnent, et ces jeunes également qui le soutiennent, qui l'accompagnent aussi. Moi, la difficulté, en fait, comme pour répondre à ta question, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Israël rentre dans un monde où il y a de gros partis qui sont déjà très bien implantés. Quand on regarde, par exemple, un parti comme le RHDP qui est très bien implanté à Abobo, quand on regarde le FPI, même s'il y a des divisions au sein du FPI, c'est qu'il a beaucoup de pain sur la planche parce qu'il y a eu un indépendant en son temps qui a voulu faire ses preuves. Je parle de Tefou contre Ahmed Bakayoko. Malgré tout le bruit, tout le boucan qu'il y a eu sur Internet, finalement, Ahmed Bakayoko l'a battu à plate couture. Bon, moi, je pense qu'il en a conscience. Hein. Je pense qu'il en a conscience. Il sait qu'il vient dans un terrain qui est, je ne dirais pas miné, mais qui a déjà un mastodonte dans cette commune. Donc, il est en connaissance de cause. Il est là, il affûte ses armes en connaissance de cause. André, justement, on va parler, hein, au-delà de la candidature d'Israël Guébo, de la candidature, on va généraliser la candidature de tous ces jeunes-là qui se lancent dans la politique. Moi, c'est ce que je voulais ajouter. Qu'il ait posé des actes sociaux dans son quartier, qu'il n'en ait pas posé, qu'il soit audacieux ou pas. Moi, je pense que c'est rafraîchissant d'avoir des jeunes qui, à un certain moment, ont envie de s'engager, notamment au niveau donc, de ces cercles de développement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La mairie, c'est être candidat et puis pouvoir peut-être entrer dans le conseil municipal. Donc il va pouvoir tous les jours assister aux délibérations et influencer un certain nombre de décisions. Parce que je pense qu'il est bien conscient que les grands partis et les gros partis sont bien ancrés, bien installés. À Abobo, on a rappelé le RHDP, le FPI, parce que Simone Gbagbo a été député, c'est aussi... En tout cas, il ne peut pas espérer gagner, mais il peut influencer la gestion de ça. Au-delà de ça, Isabelle, que je n'ai pas entendu sur la question. C'est en ça, en fait, que ces propos, moi, me touchent particulièrement parce qu'il dit ceci. Il dit, je me présente non pas contre un camp ou un clan, mais pour le développement d'Abobo. Donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être le retrouver allié sur une liste, par exemple, soit du RHDP ou alors du PPACI ou alors une liste indépendante qu'on découvrirait dans les jours à venir. Mais au-delà de tout ça, je pense que, qu'on le veuille ou non,
cette candidature d'Israël Guebo à Bobo va au moins permettre pour cette élection locale qui arrive là de le faire connaître sur l'échiquier politique. C'est déjà une victoire. Au moins à Bobo, désormais, on sait qu'il y a un nouveau visage qui s'appelle Israël Guebo. Et je pense que c'est déjà le but, en fait, parce que c'est un enfant d'Abobo, comme on l'a dit. Il est né, il a vécu à Abobo, il est allé à l'école dans cette commune, il sait comment ça fonctionne. C'est vrai qu'il a ensuite est allé à l'étranger pour étudier, mais il est revenu après pour apporter ce qu'il pouvait apporter aux gens de la commune. Et comme tu l'as dit, ça motive pour les jeunes qui voient que c'est possible de se lancer et d'essayer aussi. Et de montrer qu'en politique, ce n'est pas juste une chasse gardée de vieux loups. On est capable, en tant que jeune, au lieu d'uniquement critiquer, on peut agir, il faut passer à l'acte également. Mais enfin, je suis surtout heureux que le président du club des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne et africaine en France, c'est ce qui me fait marrer, ait participé à cela. C'est-à-dire qu'il y a une façon déjà d'avoir un soutien. De ce type d'organisation. Vous savez, la diaspora, qu'est-ce qu'elle espère? C'est de pouvoir revenir, trouver un terrain ou un terreau fertile pour pouvoir développer des affaires et donc de les voir comme ça à quelques mois d'un rendez-vous électoral déjà essayer de sentir un peu les choses en parlant à des jeunes ou vieux candidats. Je trouve ça très intéressant. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier, depuis 2017, il a lancé aussi une sorte de campagne de rebranding à sa manière avec son association Croire donc dans Abobo, parce que bon, on a cette image malheureusement qui reste collée à Abobo la guerre, la sécurité, la bagarre et tout. Et lui, enfant de la commune, il a décidé à un moment donné, il y a quelques années, de se lancer dans une campagne de rebranding et de changer l'image. Donc il a même créé un blog à l'époque pour changer l'image. Non, également, mais ça c'est pas nouveau. Également s'appuyer. Non, il a commencé avant. Il a commencé bien avant avec son projet. Elle avait parlé justement de son engagement pour la commune. Et en plus, il a mobilisé aussi des acteurs culturels de la commune, donc des humoristes. Comme Clintelex. Est-ce que ça va suffire? Non, après c'est un début. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Voilà, c'est déjà fait. Il y a déjà des actions qui sont menées. Maintenant, après, on verra sur le terrain pendant la campagne, tout simplement. Quelqu'un me dit, ah d'accord, sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes nombreux à intervenir. Ah d'accord, parce qu'on peut imaginer que tout ça, c'était pour ça, finalement. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Pour aboutir à ça? Oui, c'est ça, parce qu'il oui. Mais pourquoi pas? Je pense que quand on démontre son engagement pour sa communauté, à un moment, on peut prétendre, non, au-delà même de la crédibilité, on a le droit d'avoir une ambition parce qu'on a commencé à semer une sorte de graine, à montrer de l'attention pour les gens, pour les autres, à montrer que le destin de la communauté nous intéresse. Je pense que, logiquement, il ne faut pas qu'on voit de la politique politicienne partout. Quand quelqu'un est à la tête d'une association dont le but est de faire en sorte que les femmes qui vont accoucher puissent être prises en charge assez rapidement, ce dernier-là travaille pour la communauté. À un moment, il peut se dire, mais pourquoi je ne serai pas maire? Mais je pense que c'est peut-être ça qui fait que chaque fois qu'il y a quelqu'un, spontanément, qui décide de faire, on lui prête tout de suite une Non, moi je pense que sociologiquement, dans notre société même, on ne peut pas aujourd'hui décider de dire oui, je viens en politique, mais sans rien apporter aux gens. Exactement. Si tu n'as rien apporté aux gens, tu ne peux pas prétendre, tu peux avoir la légitimité de dire je suis candidat. C'est parce que tu as fait quelque chose pour les gens t'ont vu à l'œuvre, tu as des faits d'armes. En fonction de ça, on décide de te suivre, oui ou non. Et c'est un travail de préparation sur plusieurs années parce qu'il aurait commencé à faire ses actions 1 an ou 6 mois avant. Là, ça aurait été, par exemple, de l'opportunisme, alors qu'il a commencé depuis 5 ans, 6 ans. Donc, il connaît le terrain, il connaît les populations qui lui font confiance, en tout cas, ces populations qui se sont déplacées. Je crois qu'ils attendaient 2000 personnes. Finalement, ils sont arrivés à 4000, 5000 personnes. Il les connaît. Donc, il n'est pas venu comme un cheveu sous la soupe au bout de 6 mois et décider de se lancer en campagne et d'agir dans la commune. Je trouve que dit que ça, tout ça pour ça, je trouve que c'est fait un procès d'intention à l'endroit d'Israël. Ce n'est même pas légitime. Dès l'instant, peut-être ceux qui ne le savent pas, plébisciter ou bien se présenter à une élection locale, la première condition même là, c'est d'être déjà éligible, mais d'être membre de la commune. Donc sur cette base-là, déjà, il est légitime. C'est-à-dire n'importe qui à Abobo, qui vit à Abobo, est légitime pour prétendre être candidat. Donc sur cette base-là, il est déjà légitime. Donc il n'attend pas forcément d'avoir fait des dons pour pouvoir en arriver. Non, je viens. Pour pouvoir en arriver. Voilà, il n'avait pas besoin de dons pour pouvoir en arriver là. Et puis je pense que quand tu commences à être aux côtés des populations, tu perçois plus leurs besoins. Peut-être qu'il estime à un moment donné que
occuper une place de maire lui permettrait de réaliser les attentes des populations au niveau qu'il faut par rapport à là où il est actuellement. Donc il peut briguer cette magistrature-là dans la perspective de pouvoir aider ces populations-là. Mais déjà, il faut qu'on retienne que le fait déjà qu'il soit habitant à Bobo, le fait qu'il ait sa famille à Bobo, qu'il ait des intérêts à Bobo, le rend totalement légitime pour briguer un poste de mairie à Bobo. Et je crois que l'exemple d'Israël doit inspirer même nos partis. Parce que moi, je trouve quelquefois que nos discours, surtout des hommes politiques, sont en contradiction avec la réalité du terrain. Vous ne pouvez pas prétendre offrir une année aux jeunes, vous ne pouvez pas prétendre vouloir mettre les jeunes en avant, changer de génération, et puis refaire encore l'histoire avec les mêmes personnes qui sont, pour certains, sexagénaires, hexagénaires, octogénaires, nonagénaires. Voilà, mais qu'est-ce qu'on veut en réalité? On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Il ne faut pas qu'on fasse du neuf avec de l'ancien. Donc, arrivé à un moment, il faut qu'on ait aussi cette envie-là de montrer aux jeunes qu'on veut leur donner des responsabilités, on veut leur confier aussi la gestion des affaires étatiques. C'est important. C'est des messages qui sont importants. Mais après, Élisée, après tout ça aussi, c'est lié aussi à un militantisme, etc. Et pour revenir à ce que les internautes peuvent penser, le militantisme, il n'est pas que dans un parti politique. Le militantisme, il est aussi dans la société civile. Et moi, je me rappelle en France, il y a pas mal d'acteurs de la société civile qui sont arrivés récemment à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça, c'est-à-dire quand on milite, se mettre au service, c'est aussi prétendre un jour avoir des postes électifs pour mieux influencer la gestion quotidienne et la vie de nos communautés. Donc c'est tout à fait, j'allais dire, en conformité avec l'engagement militant d'Israël Guébo. En réalité, certaines personnes, peut-être par leur réaction, mettaient en opposition ou en comparaison un engagement beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel de quelqu'un qui milite dans un parti dont on connaît les ambitions chaque fois qu'il pose un acte, à quelqu'un qu'on voit venir, qu'on ne voyait pas venir, j'ai envie de dire, qui tout de suite affiche des ambitions. C'est pour ça qu'il faut déconstruire en fait cette mentalité. C'est vrai qu'on est polarisé par deux grands clans ou trois grands clans qui se partagent la scène politique. Mais il y a peut-être aussi, et ça existe, des alternatives possibles qui sont différentes. C'est vrai qu'on a des indépendants qui, à un moment donné, viennent déposer leurs élections, leur victoire à un parti de ces trois grands. Mais il faut montrer qu'il y a une alternative possible qui est en train de se dessiner. Mais l'alternative existe déjà. Parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. L'alternative existe déjà parce que quand tu regardes la dernière élection passée, législative et municipale, mais c'était la razzia des indépendants. Comme tu le disais tantôt, malheureusement, ils sont allés déposer leur victoire. Tu sens à un moment donné que les populations ont envie de rupture avec les clans politiques. Mais justement, pour ajouter aussi, parce qu'on va être court et avoir une qui dépasse beaucoup de temps, ça veut juste dire aussi que le tout, ce n'est pas d'être maire. Et ça, je voulais insister là-dessus. C'est que on peut être représentant de la société parce qu'on a été candidat et être dans le conseil municipal. Parce qu'en réalité, n'oublions pas, c'est vrai, le discours est la tête de liste, mais sinon, ce sont des élections pour élire les conseils municipaux. Parce que c'est ça la réalité. Ce qui fait qu'avec le système de la proportionnelle, si vous avez la possibilité de siéger dans le conseil municipal et que, comme lui, il a un engagement, ça va être intéressant. Parce que toutes les délibérations, je reviens là-dessus, il va pouvoir impacter. Si lui, c'est un acteur de la société civile pour la préservation de l'environnement, etc., ou bien il lutte pour la salubrité, ou bien pour plus d'éducation, il pourra être dans ces conseils-là et influencer. Donc, il faut déconstruire l'idée que même ceux qui sont de la société civile ne peuvent pas prétendre être maire ou participer à un conseil municipal. Ils n'ont pas de ministre, forcément. Là, c'est un engagement beaucoup plus politique. Mais quand même, à l'échelle locale, je pense qu'ils peuvent s'engager. C'est ça. Et ça me fait penser, en fait, à l'élection précédente avec Tefour Koné qui affrontait donc Feu Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, Tefour Koné, effectivement, est dans le conseil municipal, par exemple. Maintenant, pour en venir à ce que Edith disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Israël Guébo, ce n'est que maintenant qu'il a commencé à communiquer sur ses actions. C'est pour ça que les gens se disent... Il communique depuis, hein. Non, mais c'est maintenant qu'il est devenu, voilà, c'est maintenant qu'il est devenu beaucoup plus... On peut se l'accorder. Non, on le suit tous ensemble, mais je dis, c'est maintenant... Voilà, c'est à partir de l'année dernière, en fait, que ça a été beaucoup plus prononcé, parce qu'il a lancé le mouvement ou l'association, voilà, Y Croire, etc. Donc je pense que c'est parce que c'est maintenant qu'il commence à communiquer davantage sur ses actions que là, on se dit, bon, avec ce laps de temps-là, on le voit venir, quoi. Exactement. Très bien. Les amis, on va dire bonne chance à Israël et puis on espère le retrouver sur le plateau pour de chroniqueur à futur maire.
Sait-on jamais. Sait-on jamais. Mais on a installé Timoko. Oui, journalistes. En fait, les journalistes prennent plus en plus de plus en pouvoir. plus de pouvoir. Hein. Oui, sûrement, il y a le maire, le patron du Patriote qui est aussi maire. Même Casion, à Jacquesville. Casion qui est à tout le pleu, maire de tout le Casion, pleu. Jacquesville, le patron Le du patron. Bon, les amis, on va partir dans la grande actu. Du nouveau, On a le jingle de la grande actu, juste pour la suite. On va évoquer donc sur cette grande actu un point société avec un chiffre. 8000 cas de violence basés sur le genre recensés dans la Côte d'Ivoire. On a le jingle grande actu. Oui, c'est parti. Alors, André, hein, on va partir Oh ouais, d'après j'ai le les rapport. yeux grands ouverts. J'attends Oui, de non, non, voir. mais, Je pense qu'on va d'après donc le rapport donc, VBG en date de 2002, eh bien, ce sont 2022, pardon, ce sont 7919 cas de violence basés sur le genre qui ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Ça tombe très bien qu'on ait ces chiffres-là parce que, Madame Bleu, vous vous souvenez, nous n'avions pas de chiffres récents. On en parlait il y a Avec quelques une ONG. mois avec une ONG. Mais ce sont des chiffres qui interpellent. Oui, les chiffres interpellent, surtout que, rappelez-vous, vous avez reçu ici le directeur d'LB, donc du ministère de la Justice, qui était venu nous expliquer les nouveaux textes qui renforcent justement La protection. les mesures répressives contre cette violence-là basée sur le genre. Donc là, aujourd'hui, on voit ces chiffres, on se dit, il faut encore accentuer, il faut que l'arsenal juridique soit intolérable, mais surtout, je termine là-dessus, il faut que les attitudes dans les commissariats s'adaptent justement à la loi, parce qu'aujourd'hui, toute information de violence doit être prise au sérieux et très rapidement, les forces de l'ordre doivent aller au contact. Regardons ce que dit hein, le rapport. 1198 cas de viol, 260 cas d'agression sexuelle, 1826 cas d'agression physique, 182 cas de mariage forcé, 3073 cas de déni de ressources, d'opportunités et de services, et 1380 cas de violence psychologique et émotionnelle. Avec une précision quand même, pour ne pas trop monopoliser la parole, des chiffres qui représentent seulement des cas Qui ont été pris en dénoncés, charge oui. et des cas dénoncés. C'est ça qui peut à un instant fait faire un peu C'est peur qui quand montre même. que les chiffres peuvent qu'ils être soient encore beaucoup plus importants. Les chiffres peuvent être encore plus importants parce que, comme on le disait, il y a énormément d'ONG qui travaillent sur le terrain qui, malheureusement, n'ont pas tous ces chiffres. Ce sont des cas qui sont dénoncés, qui sont pris en charge, mais ça peut être encore beaucoup plus grave. On a eu en début d'année énormément de cas d'agression aussi. On a eu des cas de féminicide également qui ont été enregistrés. Et tu parlais des commissariats, la prise en charge. C'est vrai qu'il y a peut-être certaines poches de résistance encore, mais il y a des cellules genre qui sont intégrées dans les commissariats C'est très bien. et qui permettent à chacune des victimes, lorsqu'elle vient, de pouvoir avoir une cellule avec des personnes qui sont formées. Pour la prendre en charge rapidement. Ouais. Et en plus, on a eu également au niveau du certificat médical finalement qui n'est plus nécessaire. Donc, dans le dépôt de plainte, ce n'est plus nécessaire de faire un certificat médical. Non, je pense qu'il est nécessaire, mais il n'est plus payant. Non, il n'est plus nécessaire. Il n'est plus nécessaire. Oui, il n'est Ah plus bon nécessaire, je peux te le confirmer. Non, ça dit qu'après, il le faudra, mais... Oui, après, si le juge pour recevoir le la plainte, demande... déjà, il a besoin de déposer Voilà, ça. allez-y, envoyer un Exactement. certificat médical. Donc, il y a eu des avancées, mais malheureusement, la sensibilisation, il y a beaucoup de cas de sensibilisation, mais il y a encore du travail à faire sur le terrain parce que ce soit dans la vie courante ou même à l'université, parce qu'on a une ONG également qui a fait une étude et qui a montré que malheureusement, même au sein de nos écoles, nos universités, il y a des cas de violences psychologiques, de violences sexuelles malheureusement qui sont enregistrés et malheureusement, tout n'est pas forcément dénoncé. Donc, il y a un énorme travail à faire parce que ces chiffres sont en progression. Très bien les amis, tout à l'heure, on aura l'occasion, hein, après le JT, d'avoir un invité sur notre plateau. Nous serons en compagnie de M. Zié Koulibaly, le président du Centre ivoirien du théâtre. La raison, André, c'est parce que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale du théâtre. Et c'est tellement important de célébrer cet art millénaire qu'est le théâtre. On aura également l'occasion d'évoquer sur notre plateau cet ouvrage-là, L'origine du théâtre en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire, 1920-2022. Un programme en perspective qu'on vous propose sur nos antennes. Restez connectés. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans le Grand Talk avec ces horaires qui évoluent. Qui s'adaptent. Vous avez eu droit donc à la petite sauce. C'était en compagnie de Kevin Aubin, de toute sa team. Ça a été un bon moment
De divertissement, de ouais, bien sûr, de rigolade. Très très bien. Bon, allez, les amis, juste avant d'aller au JT, hein, j'ai le temps d'évoquer cette situation de grêle. Hein. Et Élisée Boloubeu, je vais me tourner vers vous parce que vous êtes un tout petit peu concerné par la... Parce que c'est ma région, en fait. Ben oui, forcément. forcément. C'est chez nous. Vendredi, Donc, c'est chez nous. les populations C'est chez de nous. Mans ont passé une forme d'après-midi assez pénible. Oui, parce La que raison, c'est une pluie de grêle. c'est ça, une pluie de Mais il y en a grêle. aussi à Korogo, je crois. Ben, une pluie de grêle, ça s'explique. Hein. C'est vrai que ce n'est pas courant, c'est pas très souvent qu'on a l'occasion de voir une pluie de grêle, c'est-à-dire une pluie accompagnée avec tout ce qu'on assiste, tout ce dont on assiste. Mais ceux qui sont dans la région savent que ce n'est pas aussi une première. Voilà, ça s'explique un peu. Selon certains scientifiques et selon les observations que nous aussi on a fait, souvent quand vous montez en altitude, nous qui sommes de la région, quand nous montons en altitude, Les spécialistes. voilà, quand nous montons en Je ne altitude, sais pas si c'était les spécialistes qui... non, nous qui sommes de la région, voilà, quand nous montons en altitude, d'abord, nous constatons qu'il y a beaucoup plus de froid. Mais quand on monte, très souvent, quand le matin vous vous réveillez, vous voyez une forme de glace qui se fait au sommet des montagnes, en fait. Donc, C'est un peu C'est un peu normal. Ouais. normal hein, pour toute la région montagneuse. Hein. c'est ça, c'est ce que je dis. C'est Voilà. ça. Je le dis pour nous qui sommes dans la zone, Bien c'est ce qu'on sûr, constate, bien sûr. en fait. Voilà. Voilà. Donc, certainement que c'est dû à une condensation, hein, je pense. Hein, les météorologues pourront mieux nous expliquer. Mais c'est certainement dû à une condensation Vous dites que c'est probable que le phénomène ne soit pas si nouveau que ça. C'est pas nouveau, en fait. pas C'est ce que nouveau. je dis. Je dis La pour ceux qui sont dans la région, région, ils savent que c'est pas nouveau. C'est vrai que c'est pas courant, mais c'est pas nouveau. C'est des choses qui arrivent quelquefois. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'assez nouveau. Et Mais seulement que ça malheureusement, fait un moment, ça faisait un bon moment quand même qu'on n'avait pas assisté à une pluie de grêle. C'est ça. Et justement, cette pluie de grêle a fait des dégâts. A fait beaucoup de Il y a eu dégâts, des dégâts. effectivement. Il y a il y a eu un des enfant toitures qui a été emportées, emporté, il y a c'est eu ça. des pancartes renversées. Malheureusement, c'était accompagné d'une pluie torrentielle, hein, Oui. donc il y a eu même un enfant. Selon on reste encore vraiment très, je dirais très prudent sur la question. Voilà, il y a un enfant qui aurait été emporté même par les eaux de ruissellement. Donc, c'est dit. Mais j'ai eu quand même quelques personnes au téléphone. Effectivement, l'après-midi de vendredi a été vraiment un après-midi, je dirais, de tornade, en fait. Et dans la ça zone. montre que ce n'est que le début parce qu'on a reçu l'annonce de la Sodexam qui Exactement, qui les pluies doivent prévoit s'intensifier de fortes d'ici juillet. précipitations Voilà. de mars À juillet. à juillet C'est et ça. il faut s'attendre à dépasser en termes de millimètres de pluie les quantités déjà observées. Est-ce que Et il faut vraiment s'apprêter, en fait, que ce soit sur le littoral ou à l'intérieur du pays, il faudra vraiment que les populations s'apprêtent, en fait. Est-ce que cela veut dire qu'on revient, parce que c'est à un moment, à cause du changement climatique, on a dit qu'il y a certaines observations qu'on n'avait plus. Est-ce que les choses reviennent un peu à la normale ou on se dit que ça se dégrade un peu plus dans, je ne sais pas. Mais On va juste dire Lisez, peut-être vous que ça connaissez la change. région. Ça change. En tout cas, il y a un changement. Voilà. Parce que, Parce que dans la les région périodes aussi, sont cette plus les mêmes. période, voilà, cette période n'est pas une période d'intense pluie ça. aussi comme ça. Donc on peut dire qu'on est toujours dans les effets du changement climatique. ça. Parce que dans la zone, généralement, les pluies commencent vers fin mai, disons début juin, jusqu'au mois d'août et puis un peu en septembre. Mais ça. là, on a vu que Mais en fait, vraiment c'est ça même pas le commençait un peu problème plus de la tôt. période de pluie. En fait, c'est les précipitations qui seront vraiment exceptionnelles. Mais hein. donc, c'est la période aussi, Edith. Non, je parle de quantité de pluie qui va être vraiment plus importante que la normale. que Donc, d'habitude. d'où Déjà qu'elle ce sont commence des hors de la changements. période, Exactement. et puis maintenant, elles sont plus importantes. Et d'où Donc le- vraiment, c'est voilà, les d'où conséquences ce- du réchauffement les conséquences climatique, quoi. du réchauffement Exactement, climatique. Il donc, faut vraiment s'apprêter. Pour l'invité du talk qui reçoit donc M. Zié Koulibaly pour parler théâtre. On en parle juste après une courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de nos chroniqueurs et invités. Mais avant, j'ai la visite, comme tous les lundis, de mon de Perpignan préféré, adoré et chéri. S'il vous plaît, monsieur de Perpignan. Ouais. Ah ouais. Alors, mon cher de Perpignan. Alors, comment ça va? C'est beau, hein, c'est beau ça. C'est beau. Ah, c'est beau. Vous faites quoi? Vous faites du théâtre? Ben oui, le théâtre, c'est l'art de la vie. C'est l'art de s'exprimer, d'exprimer sa vie. Vous avez fait du théâtre, vous? Oui, j'ai fait du théâtre chrétien. Voilà, on a mimé le Christ, on a mimé Moïse, on a mimé mon Vous étiez mari. parmi ceux qui ont frappé Ouais. Jésus Non. Moi, j'étais celui qui est parti au recensement, où l'enfant a tressailli. Regarde, par exemple, toi, dis que ton enfant a tressailli dans ton ventre. dans mon ventre? Demain, l'année prochaine, à la même heure, tu accoucheras. Alors, mon bricot. Oui, monsieur le Oui, Perpignan. le théâtre, c'est bon. Le théâtre, ça saigne la vie. Hein. Il faut faire le théâtre. Le théâtre, ça permet d'éduquer aussi. Vous avez même dit que vous connaissez de bons acteurs de théâtre qui sont des hommes politiques. Oui, j'en connais. Je ne vais pas en citer ici de peur de faire la publicité. Mais j'en connais quand même qui ont joué les rôles, qui ont duré dans le temps, 10 ans pour certains, mais qui même ont joué à l'international. D'accord. On peut citer pêle-mêle. Hein. Oui, de Zadou. Vous voilà, ne voulez pas citer, hein?
Oui, mais je ne voulais pas les citer, mais là, je ne sais pas, je les nomme. Voilà. Parce que citer, c'est l'appréhension et la conjonction de subordination. Et là, vous On avez deux suppose. adjugros, il paraît, dans le groupe. Voilà, donc là, je les nomme. Je Oui. peux nommer, voilà, Vladimir Poutine. Vladimir Oui, Vladimir. Là, au moins, sur le poussé, j'ai dit Vladimir. Alors, mon brico, Dis-moi. tu sais que ta liberté s'arrête là où l'autre commence. Ouais, c'est ça. Voilà, Comment donc ça si le ton dit? voisin, moi, mon voisin, je suis là, il est là, donc ma liberté, c'est jusqu'à la clôture, là. Oui. Et donc, après lui, c'est sa liberté. Mais quand je pile le foutou chez moi à 20h, je respecte ma liberté. Mais le bruit qui va franchir ma liberté pour aller dans sa liberté, ce n'est pas de mon ressort. Non. Donc, il ne faudrait pas qu'il se plaigne. Ah, mais il a le droit, quand même. Non, il n'a pas le droit, parce que dans le son, en théâtre, dans le son, ce qu'on appelle en amorce, il n'y a pas de geste de dos dans, qu'on appelle sur les planches. C'est ça, on n'a pas le droit Sinon, de c'est faire. une nuisance sonore. Oui, voilà, non, le nuisance sonore, normalement, dans la loi, c'est pas éduqué. Mais yo. Bon, bref, c'était que. Tu sais, j'ai vu un peu les grêles qui sont tombées à côté de Mans? moi. À Mans, les gens disent que c'est les chômage climatique. Non, c'est permis à point. Ah. Le permis C'est à le point. permis à point. Il y a un rapport C'est avec un ça. sort, c'est un avertissement pour dire qu'arrivé à un moment, il faut arrêter. Voilà. Le permis à point maintenant ne respecte pas l'atmosphère. Donc l'atmosphère, tu vois, il fait chaud dans ces deux temps. On a trop consommé le poisson braisé et le poulet braisé. Et c'est ce qu'on appelle punition. Et Le on permis dit, à point, c'est une bonne chose. Pourquoi vous pensez que s'il y a de la grêle, c'est un représailles aux questions de permis? si tu veux, on arrête de dire il y a permis à point. Tu vas voir, il ne va plus y avoir de grêle à Mans jusqu'à oh là là. Si tu veux, on essaie. Pourquoi vous êtes opposé au permis à point? n'est Ça pas permet opposé. de sécuriser les routes. Oh oui, mais quand quelqu'un tu es là et puis enfin, on dit limite 50. Moi, je roule 50 et puis le gars qui est derrière fait clic, 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 il passe. Bon, lui, son permis là, c'est en or, c'est en fer ou bien c'est en bronze. Pour lui, on ne peut pas enlever des points? Dis-moi ça. Je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, donc si tu ne peux pas répondre à cette question, ça veut dire que ceux qui ont les 4x4 doivent payer plus le prix que ceux qui ont la petite voiture. On sait que vous êtes jaloux des 4x4 parce que Non, vous parce n'avez que pas vous une prenez 4x4. vous prenez beaucoup d'espace sur la chaussée. Vous êtes jaloux. Parce que quelqu'un qui a une voiture comme toi, qui a un SUV qui coûte cher, doit avoir des points retirés doublement par rapport à une petite voiture. Partez. Alors, donc je vais au théâtre. Oui, allez-y. Tu sais, moi j'ai fait beaucoup de théâtre, le théâtre de maison, il y a le théâtre de chambre. Tu connais le théâtre de chambre? Non. Où on est des trémolos. Merci, monsieur. C'est le théâtre de chambre. Le théâtre de chambre. Merci beaucoup, monsieur de Perpignan. On vous retrouve lundi prochain. On ira le temps de creuser, hein, théâtre de chambre. Bah, justement, à propos de la journée mondiale du théâtre, hein, c'est un peu le prétexte pour nous, afin de recevoir sur notre plateau monsieur Zié Koulibaly, président du Centre ivoirien du théâtre. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir. C'est un vrai bonheur de vous avoir sur le plateau. Ben, c'est moi qui suis honoré. Aujourd'hui, le monde célèbre pour la journée du théâtre. État des lieux du théâtre en Côte d'Ivoire, on l'a dit depuis 1920, c'est cela? Oui. Depuis 1920, les gens font du théâtre. Enfin, même avant ça. Ah oui. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle théâtre, en fait. Très bien. Mais bon, si vous rentrez dans les définitions, il a dit tout à l'heure que le théâtre, c'est la vie. Donc, tant qu'on est là dans la vie, déjà, on fait du théâtre. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et la forme que nous faisons maintenant, puisque ce n'est pas un cours, la forme que nous faisons maintenant, c'est la forme qu'on a plus ou moins, je vais dire, prise avec ceux qui sont venus nous rendre visite. Je parle de ceux qui sont venus d'ailleurs, en parlant de colonisation. Ouais. Mais il y avait une forme de théâtre différente, une forme de théâtre qu'on pratiquait qui n'était pas sous cette forme-là. Oui, et Souleymane Koli vous l'a démontré, qu'à Bamako, il y avait le côté bas. Il y a dans d'autres régions, et même à Bassam à côté, pendant l'Abissa, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on fait une représentation pour permettre aux gens de corriger leurs erreurs, si vous voulez, tout ce qu'ils ont fait dans la vie. Donc le théâtre, en fait, c'est cette définition classique calquée sur le théâtre qui fait que, bon, comme on parle en français, il était difficile, nous qui avons fait des études de théâtre, vous allez demander à mon voisin de droite, il était difficile de trouver dans nos langues le mot théâtre. Mais la manifestation, l'activité, elle existe. Très bien. Élisée Boulubeu, j'ai une Ok, question moi pour vous. je pense qu'il y avait, il rebondit sur la question de Brice, il a dit c'est quoi l'état des lieux du théâtre. Parce qu'on sait quand on était un peu plus jeune, on voyait souvent des pièces de théâtre même jouées à la télévision. Oui. Même à l'école. Même à l'école, on avait même des concours à cet effet. Mais on se rend compte que depuis quelques années, il est difficile de voir le théâtre, en tout cas comme c'était représenté par le passé, on a plus affaire à ce qu'on pourrait appeler l'humour. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que le théâtre a encore une vie dans ce pays? Oui, nous sommes là. Nous sommes encore là. Nous qui avons fait vivre le théâtre avant, nous sommes encore là. Mais vous avez parlé de l'état des lieux. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que
du temps je ne vais pas nommer les ministres, mais à un certain moment, on a créé des lieux de formation des acteurs de théâtre. C'était le festival de théâtre scolaire, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Et chaque maître, chaque professeur de français était censé écrire des pièces de théâtre pour les mettre en scène, pour aller affronter les autres. Et on se retrouvait dans comme l'OASU maintenant pour le sport, on se retrouvait à Yamoussoukro, et c'était dans la bonne ambiance. Et tous les acteurs que vous connaissez aujourd'hui, même ceux qui sont humoristes, tous ceux que vous connaissez aussi sont issus de cette école-là. C'est clair, je le confirme. L'école de théâtre scolaire. À côté de cela, ceux qui n'étaient pas élèves allaient plutôt dans ce qu'on appelle vacances culture, les compétitions entre les communes, entre les cités. Donc il y avait comment on appelle ça, quand on achète les joueurs à un certain moment, le mercato. Il y avait le mercato des artistes à un moment donné. Il y a des élèves qui étaient dans un lycée quelque part, mais comme ils jouent bien, les Fargas et compagnie, tu as toujours des autres proviseurs qui venaient les acheter pour aller les mettre chez eux. Bassam, Boisflé, etc. Donc, le théâtre a vécu bien ce moment-là. Mais bon, après, tout ce qui monte, après, ça arrête. À un moment donné, il y a un autre ministre qui est venu qui a dit non, ça, c'est trop élitiste. Il n'y a que les élèves qui vont faire le théâtre. Mais nous, et où la culture? Moi, je veux mettre la culture dans le peuple. Il a aboli, je n'ai pas dit les noms, il a aboli le festival de théâtre scolaire, il a aboli la vacances culture, et il a créé un autre festival pour plaire pour prendre tout le monde en compte. Ça fait 2 éditions. Ça partait de bons sentiments. Oui. Sauf que c'est la mise en œuvre qui a posé problème. La mise en œuvre, c'était pas, de mon point de vue, c'était pas bien réfléchi. Mais à côté aujourd'hui, c'est le même état de lieu là qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Alors maintenant, on est reparti. Non, je vous ai parlé d'une période de 96 par là. Donc si de cette période-là jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. Non. Aujourd'hui, il y a que le théâtre a repris. On a même essayé de reprendre le festival de théâtre scolaire, mais ça n'a pas donné grand-chose. Mais on a réouvert l'école de théâtre à l'INSA qu'on avait fermée et qu'on a recommencé donc à former des acteurs de théâtre. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance que non seulement il y a l'INSAC, mais il y a des départements de l'université qui forment au niveau de l'université. Il y a même une université culturelle et artistique qu'on va créer à Bondoukou. Donc aujourd'hui, nous avons de l'espoir de dire que ce n'est pas fini. À un moment donné, on a stagné parce qu'il y avait la crise que tout le monde a connue. Mais quand il y a la crise, Élisée, ce que toi tu fais, c'est que tu ne vas pas au spectacle souvent parce que tu préfères acheter un sac de riz, assurer l'essentiel plutôt que d'aller. Et même si tu as un peu de temps, tu vas plutôt dans un maquis. Oui, non, mais je veux dire, c'est gentiment dit comme ça. Mais les gens aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait la crise, mais ils allaient au concert pour regarder les artistes musiciens. Oui. C'est ma question. Est-ce que les Ivoiriens consomment du théâtre? Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce que l'Ivoirien a envie de consommer du théâtre? Ils n'en consomment. Et comment redonner le goût du théâtre à l'Ivoirien? Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une stratégie qu'il faut mettre en place. On ne peut pas le faire en un coup comme ça. Il y a des choses qui sont mises en place. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas le ministère de la Culture pour le défendre. Mais je dis qu'il y a des choses qui ont été mises. La première chose à faire, c'était la formation. Mais une fois que les gens sont formés, il faut créer un statut. Le gouvernement vient de décréter un statut aujourd'hui pour l'artiste en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est... Le gouvernement vient aussi de décréter l'organisation des activités du spectacle vivant. Vous avez vécu, il a parlé de l'exemple de la musique, vous avez vécu des cas graves au niveau de la musique où des producteurs de spectacles venaient et faisaient ce qu'ils avaient à faire et repartaient quelquefois sans faire le concert ou, je ne vais pas citer des noms. Donc on a juste envie de savoir où sont passés nos Zoumana, nos Assandé Fargas. Ils sont là. Ils sont là. Alors, quand il y a eu la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Les acteurs ont commencé à se réinventer ou à réinventer une autre forme de survie, ce qui a donné beaucoup plus dans l'individuel. Parce que le théâtre, pour le faire, il faut être en groupe. C'est une troupe, on dit troupe théâtrale ou une compagnie théâtrale. Mais quand il n'y a pas eu de salle pour que les gens jouent, la salle, moi j'ai été directeur du Palais de la Culture, mais la salle qui peut accueillir le théâtre aujourd'hui, je ne connais pas son montant, mais bon... En tout cas, c'est pas moins de 5 millions. C'est pas moins du million, en tout cas. Non, pas moins de 5 millions. Ah, parce qu'à la Palais de la Culture, il n'y a pas de salle de moins du million. Aucune compagnie de théâtre en Côte d'Ivoire n'a les moyens de produire une pièce déjà de 5 millions. C'est-à-dire on se débrouille pour monter une pièce de théâtre. Et maintenant, s'il faut payer les 5 millions, il faut trouver un producteur et des annonceurs
qui viennent. Il y avait une Nous ne sommes pas initiative là- là Qu'est-ce que- rapidement qu'est-ce que avec vous Sidiki faites Makaba à l'époque, l'acteur L'acteur studio, studio, qui permettait donc que le théâtre. Alors, C'était Sidiki avant Makaba la était crise. logé au Palais de la Culture. Oui. C'est Sidiki qui m'a remplacé au Palais. Donc, je peux vous dire que je connais son histoire. Sidiki est venu au Palais. Il avait sa troupe au Palais. Il jouait au Palais et il ne payait pas le Palais. C'est ça. Nous, quand on doit aller jouer au Palais, on paye la salle. Il a dit 5 millions, je ne connais pas le montant actuel. Mais quand moi j'étais là-bas, c'était 250 000. La salle, 700 places. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au niveau du théâtre quand on voit qu'il Voilà. y a beaucoup de jeunes qui font de l'humour sur Internet et autres? Qu'est-ce que vous faites pour intéresser tous ces jeunes-là au théâtre Justement. aujourd'hui? Alors c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait beaucoup de stratégies qui étaient mises en place. Nous sommes le centre ivoirien de l'Institut international du théâtre, qui est un grand réseau. Et tout le monde est confronté au même problème aujourd'hui face aux technologies de l'information et des communications. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que même ceux qui sont sur le net, pour avoir un plan de carrière, il faut avoir fait une formation. Nous, on essaie de les récupérer et de les former, de les mettre en groupe. C'est pour ça que la Fédération nationale de théâtre était tombée il y a quelques années. On l'a remise en place. Et aujourd'hui, avec la célébration, tout le pays est en mouvement. Il y a aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale du théâtre à Adzopé. À Abidjan, il y avait le Centre d'action culturelle de la Bobo. Il y avait Neba Bienvenu, les Guy Kalou et les autres comédiens étaient là-bas. Nous, on était au Centre national des arts et de la culture avec Adama Daïko et d'autres acteurs pour faire un débat, un panel. Pendant ce temps, il y avait des lectures de spectacles à l'INSAC. Il a posé la question, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes les acteurs. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on crée l'environnement pour nous permettre d'évoluer. Quand vous formez des gens, qu'ils sortent, si vous ne pouvez pas les employer, au moins donnez-leur l'environnement dans lequel ils vont travailler. Or, une compagnie qui sort va jouer où? Est-ce que vous avez vu le ministère de la Culture pour ça? Pardon? Le ministère de la Culture. Vous me demandez si je les ai vus. Est-ce que vous êtes... Non, parce que moi, je ne sais pas, parce que c'est eux qui ont tout le truc, finalement. Je me demande... Ils ont quoi? Parce que la réalité, Le truc, c'est quoi? Ils ont quoi? Isabelle, on a dit. Oui, alors moi quand j'étais au collège-lycée, on nous faisait faire des pièces de théâtre, Oui. par exemple avec l'avare. Ok. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais savoir, est-ce que le théâtre est universel? Est-ce qu'on a un théâtre africain? Est-ce qu'on a un théâtre précisément ivoirien? Alors justement, l'ouvrage dont on va recevoir l'auteur parle justement de l'origine du théâtre en Afrique. Il est aussi africain. Très bien. Non, non. Pardon, reprenez la question s'il vous plaît, parce que lui il m'a distrait. En fait, je disais que quand j'étais au collège-lycée, on nous faisait faire des pièces de théâtre Oui. sur des ouvrages français, comme par exemple l'avare. Oui. Voilà. Donc j'aimerais savoir si aujourd'hui on peut parler de théâtre africain, notamment de théâtre ivoirien qu'on pourrait éventuellement enseigner dans les écoles. Si vous parlez de théâtre africain en tant qu'esthétique africaine, il y a problème. Sinon, le théâtre est universel. Les règles qu'on applique pour jouer, tout à l'heure, je vous voyais avec celui qui est venu tout à l'heure, de Perpignan, parler de on ne peut pas tourner le dos au public et tout ça. Ce sont des règles universelles qui sont appliquées aussi bien en Afrique qu'en Amérique. Et l'Institut international du théâtre avec lequel nous sommes en relation, c'est tous les pays du monde. Et on voit que les problèmes que vous êtes en train de discuter sur ce plateau-là, c'est les mêmes problèmes qu'on a en Bulgarie, c'est les mêmes problèmes qu'on a au Laos. Mais juste que ce qu'elle veut préciser aussi, c'est de savoir, est-ce que, en termes de production dramaturgique, est-ce qu'il y a Un théâtre. un théâtre ivoirien Oui. qu'on promeut dans les écoles aujourd'hui, puisqu'elle, à l'époque, fait. c'était là-bas. Voilà, alors, encore une fois, je ne vais pas... C'est vrai que j'ai un certain âge, mais je ne vais pas toujours regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est fait avant. Aujourd'hui, vous connaissez Tibus Kofi, vous connaissez Amoa Urbain, et Yacine Kakou. Ce sont des profs qu'on a pris dans le secondaire qui écrivaient des pièces de théâtre. On les encourageait. Ce que je veux, c'est qu'il y ait ce type d'encouragement. Quand je dis je parle du théâtre. Nous, acteurs de théâtre. Je ne suis pas sur ce plateau-là pour parler de ce que le ministère de la Culture ou ce que l'État dit.
Mais je dis, nous qui pratiquons. Moi, je voulais un peu choisir ce moment-là, vu que vous évoquez, pardon André, vu que vous évoquez des pionniers du théâtre en Côte d'Ivoire, évoquez donc, et puis saluer la mémoire d'un grand acteur, oui, monsieur Amadou Diallo, à Divo. Oui, voilà, le plus grand formateur des acteurs. Exactement. Fargas Assandé. Nous étions à Divo et nous avons vu les débuts justement de ce théâtre-là. Isabelle, j'ai un bouquin pour vous. L'origine du théâtre en Afrique. Moi, juste parce qu'on parle beaucoup de léthargie du théâtre, le théâtre dans le creux de la vague, tout ça. Je voudrais quand même, il y a quelques années, vous étiez là quand on a mis en place le Massa. Qu'est-ce qu'on a tiré, parce que c'était en 93, il me semble. 93, oui. Qu'est-ce qu'on a tiré de ce Massa-là? Qu'est-ce que le théâtre a tiré de ce Massa jusqu'aujourd'hui? Parce que le but de cette initiative, c'était de faire en sorte que les spectacles se créent et viennent être présentés au marché. Qu'est-ce qu'on a tiré, qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui de ça? Il est temps effectivement de faire le bilan de ce que le Massa a apporté au niveau du théâtre. Moi, j'ai géré la programmation du Massa pendant un bon moment. Le problème de la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est que comme la chose est chez nous, les acteurs de théâtre de Côte d'Ivoire ne le prennent pas trop au sérieux. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils ne se préparent pas comme les autres se préparent pour dire il faut absolument que nous, on soit au Massa. Il faut qu'on soit à Abidjan. Eux, ils sont à Abidjan, ils attendent. Mais il y a aussi le fait, monsieur Koulibaly, il y a aussi le fait, moi j'ai présenté justement le Massa, mais je peux vous dire... Pardon? Non, je peux vous dire justement, j'étais sur notre scène, mais chaque fois qu'on faisait des programmations, quand on était sur les scènes du Massa pour la musique, même pour l'humour, ça drainait plus de monde que le théâtre par exemple. Oui, mais ce n'est pas le même public. Alors, soyons... Ne faut pas comparer les deux publics. Nous, quand on a 80 personnes pour une pièce, on est content. On a du monde. Mais si vous voulez qu'on fasse 4000 places, on n'est pas... Le théâtre lui-même, là, il s'écoute. Nous, on travaille pendant au minimum 30 jours d'affilée pour sortir un spectacle de 15 à 20 minutes. C'est ça. Permettez-moi de faire une proposition. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, sur mon téléphone, j'ai l'occasion aujourd'hui de voir une représentation musicale. Mais est-ce qu'on a des pièces de théâtre aujourd'hui dont on peut avoir des extraits qu'on peut, par exemple, consulter sur... Vous avez des extraits, ce que vous appelez les sketchs. Oui. OK. Même ceux qui font les sketchs. Vous voyez, aujourd'hui, un des gars les plus formés, c'est Adama Daïko. Pourtant, il fait de l'humour aujourd'hui. On avait l'impression qu'on vient à l'humour comme peut. Donc, tous ceux qui font ce travail-là, pendant la crise, cela m'a trouvé à un poste où je devais proposer quelque chose pour être en contact avec le public. Je dirais un centre de diffusion, vous le connaissez, je ne vais pas le citer, mais je veux dire, quand il y a eu la Covid, les musiciens pouvaient envoyer des musiques, mais nous, théâtre, on allait envoyer quoi? J'ai essayé le slam, j'ai essayé le conte, mais on a commencé à faire des pièces de théâtre. Et je vous encourage, vous, les télévisions. Qu'est-ce qui vous plaisait, nous plaisait au théâtre ce soir et au théâtre chez nous? Théâtre chez nous, c'était les pièces de Côte d'Ivoire. Au théâtre ce soir, ce sont les pièces françaises. Mais il n'y a plus, ni dans les télévisions actuelles, il n'y a plus de théâtre. On va sur le slam, sur l'humour, qui sont d'autres formes, qui sont issues du théâtre. Donc, pour revenir à une autre question que je n'avais pas bien répondu, à laquelle je n'avais pas bien répondu, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas si malheureux que ça. Tout ce que vous voyez, le fourmillonnement que vous voyez aujourd'hui au niveau du théâtre, au niveau de l'humour, ça vient du théâtre. Au niveau du conte, ça vient du théâtre. Les meilleurs conteurs, Floppy, qui a les prix internationaux, et les profs de théâtre à l'INSAC. Mais est-ce que finalement le théâtre ne devrait pas utiliser les mêmes canaux de communication que les humoristes? Et on va terminer là-dessus. Je prends le cas de la Torche des Insensés. Je suis allée juste par curiosité et j'ai été impressionnée alors que je n'avais pas vécu une scène de théâtre depuis longtemps. Et elles ont communiqué sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ces canaux-là pour communiquer, pour redonner envie aux Ivoiriens d'aller voir, de s'asseoir dans une salle? C'était ma question il y a 2 minutes, M. Koulibaly. C'était ma question. Utiliser les nouvelles technologies pour promouvoir le théâtre. C'était aussi le sens de ma communication ce matin. Pour dire qu'on ne peut plus faire le théâtre comme on le faisait avant. C'est cela. Quand on fait du théâtre, on est metteur en scène, on doit se contenter de faire la mise en scène, mais qu'il y ait une équipe. Certains pour faire la communication, d'autres pour faire la scénographie, d'autres pour faire l'administration, pour aller... Promotion. Voilà, pour faire d'autres choses. Or, nous, au théâtre, on était trop cantonnés à dire je suis fort, je monte ma pièce, et puis je passe partout, c'est moi seul qu'on voit partout. Très bien. Nous, on préfère maintenant qu'il y ait une équipe qui travaille pour faire la promotion. Il y a de l'espoir pour le théâtre en Côte d'Ivoire. Et dans la Torche des Insensés, c'était ça. Les comédiennes qui étaient sur scène, ce n'était pas à elles de faire la promotion. Il y avait une maison de production
qui faisait ça. Monsieur Koulibaly, il ne faut pas désespérer du théâtre en Côte d'Ivoire, il y a de l'espoir. Oui, Très bien. On la va preuve, regarder. je suis là. C'est cela. Et puis on est content de savoir que vous êtes là. Monsieur Zié Koulibaly, je rappelle que vous êtes président du Centre ivoirien du théâtre. Centre ivoirien de l'Institut international. International du théâtre. Allez, j'ai toutes mes fiches aujourd'hui. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci Isabelle, merci Daouda. Oui, vous avez repris le bouquin. Voilà. Je dis merci à monsieur, dites-moi le nom s'il vous plaît Daouda. Obao Samuel. Monsieur Obao Samuel, qui a bien voulu me partager quand il savait que vous étiez sur ce plateau. Il a même été votre élève, il m'a dit. Voilà, donc vous avez enseigné beaucoup. L'avantage des maîtres, c'est que quelquefois, on se l'appelle même lui. Ça, c'était la petite scène là pour terminer. Nous, on était très heureux d'être en votre compagnie demain. Sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur vous. À demain. Merci.